Notre invité politique ce matin, c'est Luc Carvounas. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maire d'Alfortville, porte-parole du Parti Socialiste et président de l'INCAS. C'est l'association qui représente les centres communaux d'action sociale. On va en parler évidemment dans cette interview. Mais d'abord, on commence par la réforme des retraites. Luc Carvounas, 9e journée de mobilisation hier à l'appel des syndicats et pour la première fois dans une journée de mobilisation syndicale, des violences. Violences en marge des cortèges dans plusieurs villes. Est-ce que la contestation est en train d'échapper aux syndicats ? Déjà, il faut condamner toutes ces violences. Et j'ai vu hier, comme vous, notamment la porte de l'hôtel de ville de Bordeaux brûlée. Une mairie, c'est le premier guichet républicain. Donc j'apporte tout mon soutien à tous ces maires, la maire de Paris, la maire de Nantes, le maire de Bordeaux, qui ont vu ces exactions arriver. Après, le discours du président de la République n'a pas été très apaisant dans son interview de 13 heures. Il a envenimé la situation pour vous ? Il ne comprend pas les Français. Il ne comprend pas les Français et sa rhétorique de dire mais j'ai été élu pour faire cette réforme. Déjà, il ment. Parce qu'il sait très bien, lui qui a été si avide de sondages, que pendant sa propre campagne, Harris Interactive a fait un sondage sur les items qu'il proposait. Et le seul qui ressortait comme négatif aux yeux de l'opinion publique, c'était les retraites. Donc il sait pertinemment qu'il y avait un front du refus sur ces retraites. Et aujourd'hui, on est passé d'une crise sociale à désormais une crise politique majeure et institutionnelle. Le seul moyen, quand on est président de la République, de se sortir d'une crise institutionnelle, c'est soit de dire dissolution, et on retourne vers le peuple pour voir ce qu'il souhaite comme majorité à l'Assemblée nationale, soit c'est de dire référendum, est-ce que vous êtes pour ce projet que je vous ai présenté, puisqu'il est si sûr de lui. Or, il a donné une fin de non-recevoir, et d'ailleurs, il n'a pas été extrêmement élégant de manière républicaine vis-à-vis de Gérard Larcher, le président du Sénat, puisqu'il invite à déjeuner le mardi, mais il laisse fuiter la veille au soir avec les parlementaires ce qu'il comptait faire de manière institutionnelle. Vous voyez, c'est ça le mode de faire d'Emmanuel Macron. C'est toujours laisser entendre qu'il écoute, mais en fait, il dirige seul. Et ça commence à se voir. Ça se voit dans son gouvernement, hein, où c'est un peu sauf qui peut, sauf qui veut. Mais vous demandez un remaniement ? Moi, je demande que le président de la République comprenne l'instant dans lequel nous sommes. Et ça passe par un remaniement, une dissolution pour vous, c'est ça ? Le remaniement appartient au président de la République. Moi, je veux que l'on retourne aux urnes. Je souhaite que le peuple ait à nouveau... Une dissolution ou un référendum ? Le référendum, on sait que la gauche le demande, mais est-ce que vous demandez une dissolution ? Moi, je demande l'un ou l'autre, référendum ou dissolution, mais ça ne peut pas durer comme ça. Ça ne peut pas durer comme ça. Et je pense qu'il est grand temps que Elisabeth Borne, qui est en sursis, si on a bien compris, hein, parce que son élargissement de majorité se finira par des cartons et elle partira malheureusement, parce que c'est impossible. Et donc, ils sont au pied d'un mur. Alors, soit ils comprennent ce que disent nos compatriotes, soit on va continuer comme cela et je ne vois pas où est le bout du tunnel. Et on a vu, je le disais, ces violences, vous en avez parlé, vous les avez condamnées. Est-ce que, malgré tout, vous encouragez à poursuivre la mobilisation ? Les syndicats ont annoncé une nouvelle journée de mobilisation mardi. Est-ce que, pour vous, il faut continuer avec ces journées de mobilisation ? Moi, je suis un responsable politique. Il y a une intersyndicale qui organise le mouvement social. Le Parti Socialiste accompagne ce mouvement social. Il y a une nouvelle journée mardi prochain qui est annoncée. Eh bien, nous serons à nouveau dans cette 10e journée aux côtés des syndicats et aux côtés des Français qui manifestent. Vous ne redoutez pas ce qui pourrait se passer dans ces journées ? On a l'impression que la violence monte d'un cran. Est-ce que ça vous inquiète ? Moi, j'appelle à la responsabilité du président et du gouvernement. Si on veut que les choses se calment, il faut qu'encore une fois, il redonne la main au peuple. Fabien Roussel, il appelle les Français à bloquer l'outil de travail. Est-ce que c'est aussi un appel que vous lancez ? Non, je dis à nos compatriotes, en leur âme et conscience, qu'ils doivent choisir ce qu'ils veulent faire. On ne peut pas, quand on est un responsable politique, envoyer des injonctions pour dire à nos concitoyens ce qu'ils doivent faire. Chacun est responsable. Il y a des grèves, des blocages, des risques de pénurie de kérosène en Ile-de-France. Il y a eu des réquisitions cette nuit à la raffinerie de Gonfreville. Est-ce que pour vous, ces réquisitions sont justifiées ? C'est en tous les cas le choix du gouvernement. Je pense que c'est un choix que vous comprenez ? Non, c'est un choix qui durcit encore un peu plus le ton et je pense qu'il faut, dans ce temps présent, arrêter d'être brutal. Tout ce que l'on voit depuis plusieurs semaines maintenant et plusieurs mois, c'est de la
brutalité institutionnelle, brutalité vis-à-vis des corps intermédiaires et des syndicats, et désormais brutalité contre nos concitoyens. Donc moi, je pense qu'il faut que tout ça s'arrête encore une fois. On voit qu'il y a une radicalisation de ce mouvement. Est-ce que ce mouvement est en train de changer de visage, selon vous ? C'est évident qu'il est en train de prendre encore plus d'importance. On l'a vu hier. C'est une des plus grosses mobilisations que l'on ait eues en 9 jours. Qu'il y ait malheureusement des débordements en marge des manifestations, ça a toujours existé. Il faut que maintenant la préfecture de police de Paris, lorsqu'elle va définir le cortège de mardi prochain, que l'on prenne les enseignements d'hier au soir et que le cortège soit bien balisé en termes de mobilier urbain, de poubelles, etc. De ne pas laisser de prise à ces quelques-uns qui voudraient justement... Gérald Darmanin accuse l'extrême gauche. L'extrême gauche. De violence. Je sais pas d'être à l'origine de ces violences. Je sais pas ce qu'est l'extrême gauche dans le propos de M. Darmanin. Dans ces cas-là, si on jette des anathèmes, moi je vais parler d'une politique de droite extrême. Donc au regard de la part de Gérald Darmanin ? Je ne sais pas. Je me mets dans le même comportement que lui. Il suffit pas de stigmatiser les uns et les autres. Nous sommes des responsables politiques, ce sont des partis politiques de gouvernement. Donc demander à M. Darmanin ce qu'est l'extrême gauche chez lui, comme moi je lui demande ce qu'est, au regard de ce qui se passe, la droite extrême désormais. Mais ça veut dire quoi ? C'est-à-dire il y a un problème de quoi ? De maintien de l'ordre ? Il y a un problème dans la politique de Gérald Darmanin ? Qu'est-ce que vous voulez dire par Je pense que les instructions qui sont données par le ministère de l'Intérieur sont des instructions d'extrême grande fermeté. On a l'impression de revenir au temps de Charles Pasqua. Voilà mon sentiment. Donc trop ? En tous les cas, il faut mesurer. Vous lui demandez de changer de politique ? Je lui demande de faire attention à nos concitoyens qui défilent dans les instructions qui sont données à nos policiers, que je soutiens, parce que nos policiers sont aux ordres de leur hiérarchie. Mais vous pensez qu'il y a des instructions qui sont données contre les citoyens qui manifestent ? Je pense qu'il y a des instructions qui sont données à nos policiers pour être extrêmement fermes, voire trop fermes. Il y a des violences aussi envers les élus, envers les maires, envers les parlementaires. J'en sais quelque chose. Qui soutiennent cette réforme. Vous en avez été... Ah bien sûr, j'ai même été, au moment où je vous parle, une personne est incarcérée dans un asile, reconnu comme tel, et qui me menaçait de mort. Vous appelez à ce que ces violences soient plus sévèrement condamnées ? Moi j'appelle juste qu'on applique la loi. Voilà, moi vous savez... je suis un maire. Lorsqu'il y a à mon encontre des propos qui sont homophobes, normalement c'est un délit, les parquets classent. Je me porte partie civile pour faire appliquer la loi et faire condamner la personne. Il y a un problème de moyens dans la justice, donc il ne suffit pas de donner encore plus d'outils législatifs pour durcir le ton. Et je crois qu'il y a tous les éléments pour le faire, mais là aussi, les parquets, les procureurs, la justice en général manquent de moyens sévères pour faire appliquer la loi et protéger nos concitoyens. Et les élus sont des concitoyens comme les autres, avec cela de différent, qu'ils sont en première ligne. Et c'est ce que vous disent les maires, avec qui évidemment bien sûr, bien sûr. Que soit l'association des maires d'Île-de-France, nous avions fait un livre blanc sur toutes les problématiques contre les élus, l'association des maires de France, enfin toutes les associations d'élus, c'est un sujet, mais c'est aussi le symbole d'une forme de délitement et de perte de repères de notre société. On attaque les journalistes, on attaque les médecins, on attaque les pompiers quand ils vont éteindre des feux de poubelle. On attaque tous les repères et les symboles de la République. Et je pense que notre société a besoin, encore une fois, d'apaisement. Et j'en reviens à mon début de propos. Il faut que le président de la République rassemble les Français. Il a été élu pour cela. Mais vous pensez vraiment qu'Emmanuel Macron va retirer son texte ? Vous l'avez entendu encore mercredi, il insiste sur la nécessité de faire cette réforme des retraites. Ça ne me fait pas plaisir, mais elle est nécessaire, il l'a dit. Vous pensez vraiment qu'il va le retirer ? Je crois qu'il ne la retirera pas, non. Voilà, je pense que maintenant, la balle est dans le camp du Conseil constitutionnel. Ça veut dire que pour vous, le combat politique au Parti socialiste est perdu ? Non, on va continuer le combat politique à l'occasion des prochaines échéances, qu'elles soient d'abord sénatoriales, puis européennes. Sur cette réforme, on n'a même pas eu le temps de dire ce qu'on voulait dire au Parlement, puisqu'on s'est arrêté à l'article 2 sur 20 articles. Donc, le Conseil nationale. Le Conseil constitutionnel, oui, mais enfin sur une mesure, un mini 49.3, en accélérant les débats. Donc, tout a été fait pour que finalement on bride la parole politique.
Donc désormais, j'imagine que les sages du Conseil constitutionnel vont regarder ça sur le droit. Le gouvernement dit c'est la faute de la gauche, c'est la faute de la France insoumise si on n'est pas allé jusqu'au bout du débat. Ils ont tout fait pour empêcher le débat à l'Assemblée nationale. C'est pas votre avis ? C'est marrant de dire ils ont tout fait d'empêcher le débat quand déjà la règle du jeu c'est d'imposer 50 heures de débat donc à l'Assemblée nationale, donc un débat très contraint. Quand on voit que cette maison qu'est le Sénat, que j'ai toujours considéré comme la maison la plus sérieuse des deux chambres, ayant été sénateur et député, je peux un peu comparer, et je le redis ici à votre antenne, parce que le Sénat montre depuis maintenant le début de son quinquennat tout son rôle et toute son importance. Même dans cette belle maison où généralement les débats sont des débats politiques de fond, le gouvernement a appuyé sur le champignon pour l'empêcher. Donc on voit bien qu'il y a un 175 heures de débat, dit Emmanuel Macron. On voit bien qu'il y a un malaise sur ce texte. Quand on va toucher à la vie des gens et que le président et son gouvernement disent circuler, il n'y a rien à voir, je comprends qu'il y a un malaise chez les syndicats et dans la rue. C'est une crise, vous le dites, qui va au-delà de la réforme des retraites et on l'entend dans la rue. La colère, maintenant, elle va au-delà de la simple contestation de cette réforme. Emmanuel Macron, il veut mettre la question du travail sur la table. Est-ce que pour vous, c'est une bonne chose ? Qu'est-ce que vous attendez de cette loi travail qui doit arriver d'ici l'été ? Déjà, je me demande dans quel contexte il va pouvoir discuter avec les syndicats au regard de ce qui se passe aujourd'hui. Donc il faut de la confiance pour parler de la loi travail. Il faut... Elle est rompue, la confiance entre syndicats. Je ne parle pas pour les syndicats, mais de ce que j'écoute des uns et des autres, de Laurent Berger ou de M. Martinez, je n'ai pas le sentiment qu'on se fait confiance actuellement. Mais la loi travail, elle doit poser les conditions de la rémunération des salaires, de l'augmentation des salaires, d'arrêter cette politique depuis 6 ans. Il y a un problème. Je sors un chèque énergie, je sors un chèque alimentaire, je sors un chèque. Et finalement, tout ça, c'est du saupoudrage. Si on veut que les choses aillent bien dans ce pays, il faut qu'une bonne fois pour toutes, il y ait un vrai volontarisme d'augmentation des salaires et pas seulement se glosser, comme l'a fait le président de la République au Trésor, en disant jamais les smicards, bonjour le terme, très péjoratifs, n'ont été autant augmentés. Voilà, vous voyez la conception qu'a le président de ses concitoyens. Et dans cette interview, il a également parlé du RSA. Il va aller chercher les bénéficiaires du RSA, les aider à revenir vers l'emploi, les responsabiliser, car certains, dit-il, ne travaillent plus parfois depuis des années ou des dizaines d'années. Il les a même un petit peu traités de feignants en disant c'est normal qu'ils aient pas envie de travailler parce qu'avec la Covid, ils se sont habitués à plus travailler. Non mais Franchement, c'est le ton d'un président de la République. Aujourd'hui, le RSA, vous le savez, il y a 10 départements qui se sont portés volontaires de toute couleur politique. Ils sont volontaires, c'est le temps d'une expérimentation. Généralement, quand on donne une expérimentation, c'est qu'on se donne le temps du recul, de regarder quels sont les résultats et de voir si on généralise ou pas. Or, je vous parle d'une expérimentation dans 10 départements et quand on écoute le président de la République, on est déjà dans la généralisation. Donc c'est toujours la même méthode, c'est je fais ce que je veux en fait. Et stigmatiser les personnes qui ont des minima sociaux par rapport à la problématique du plein emploi alors qu'ils sont les plus éloignés de l'emploi, il y a quelque chose qui ne colle pas. Et le parent pauvre aujourd'hui aussi des politiques gouvernementales, c'est l'accompagnement social. Il ne suffit pas de dire droit et devoir. Et encore, moi, ça me gêne politiquement, voire ça me choque, que de dire que le RSA, qui est un minima social, doit être adossé à du travail, à des heures de travail. C'est un minima social, voilà. Mais on attendra ce que donne le résultat de l'expérimentation. Justement, vous présidez l'UNCAS, l'Union nationale des centres communaux d'action sociale. Vous tenez votre congrès. Oui, à Bourges, chez mon ami Yann Gallu. Quel peut être le rôle de l'UNCAS dans cette sortie de crise sociale ? Nous sommes en plein dedans. Les centres communaux d'action sociale, depuis ces dernières années, la crise sanitaire avec la Covid, la crise climatique avec les canicules successives l'été dernier, ce sont les CCAS qui ont mis en place le plan canicule. La crise humanitaire, ce sont les CCAS qui ont organisé l'accueil dans les territoires des Ukrainiens. Désormais, la crise énergétique, ce sont les CCAS qui, avec les bailleurs sociaux, mettent en place des boucliers sociaux pour que les familles ne trébuchent pas sur la question du paiement de leur loyer. Et donc, quand je dis au gouvernement, lorsque je les entends nous dire, sur les champs des politiques de solidarité, on a 3 acteurs, les villes, les CCAS et les départements. Je dis au gouvernement, vous n'avez rien compris, parce que les CCAS, ce sont les villes.
Ce ne sont pas des établissements publics à part composés de techniciens. Le président du CCAS, c'est le maire. Et donc, les CCAS sont le bras armé de nos politiques publiques. Et nous sommes au cœur de tout cela. Et dans le baromètre social que je rendrai public mardi matin, 1 Français sur 5 déclare avoir franchi la porte d'un CCAS. Aujourd'hui, nous avons des publics nouveaux, des retraités, des actifs, des jeunes qui nous demandent de l'aide alimentaire notamment. Et au regard de nos moyens financiers, parce que nos budgets sont contraints, les CCAS vivent des dotations que les collectivités leur versent à l'occasion du vote du budget. Moi-même, cette année, je vais augmenter de 10% le budget de mon CCAS, 2,6 millions d'euros. Ça vous donne le niveau d'investissement. Et quel message vous allez faire passer au gouvernement lors de votre congrès ? J'ai plusieurs messages à faire passer au gouvernement. Déjà, ce gouvernement ne prépare pas la société du bien vieillir. En 2040, vous et moi, nous aurons un pays où un Français sur 2 aura plus de 65 ans. Que fait-on pour préparer cette société ? Avec la question de l'autonomie. Vous demandez une grande loi dépendance, elle était promise par Emmanuel Macron lors du précédent. Oui, mais elle n'a pas eu lieu. Elle n'a pas eu lieu. C'est pour ça que l'UNCAS avait versé au Congrès des maires en 2021 un livre blanc avec des propositions, notamment sur la revalorisation des 26 000 aides à domicile du public qui avaient été oubliées du Ségur. Nous avons rencontré le 25 janvier dernier à l'occasion de nos vœux. Nous avons fait préalablement une réunion avec le bureau de l'UNCAS, Jean-Christophe Combe, le ministre des Solidarités. Malheureusement, au regard de l'échange que nous avons eu, il n'y aura pas de grande loi encore du grand âge et de l'autonomie. Donc l'UNCAS va travailler à faire des propositions parce qu'il faut que l'on avance. Et il faut aussi que l'on avance sur un sujet qui m'est extrêmement cher, ce sont les Outre-mer. J'ai fait des Outre-mer une priorité et quand je reviens de Guadeloupe et que je vois que l'illettrisme est une des premières priorités des élus parce que les élèves en Guadeloupe, par exemple, perdent chaque année 20% de leur temps scolaire à cause des sargasses, des cyclones. Il n'y a pas d'eau potable dans les écoles. Qu'est-ce qu'on fait pour ces territoires, ces départements français ? Voilà, donc l'UNCAS, nous sommes la plus vieille association de maires après l'Association des maires de France, et nous sommes là pour apporter des propositions politiques, et je crois qu'il y en aura pas mal à Bourges pendant 3 jours. Et c'est ce message que vous ferez passer la semaine prochaine. On parle du Parti Socialiste, pour terminer. Il y a des législatives dimanche en Ariège, législatives partielles, mais qui ont une résonance nationale parce qu'elles divisent la gauche, elles divisent votre parti. Olivier Faure soutient la candidate, la France Insoumise NUP, qui est la députée sortante. Nicolas Mayer-Rossignol, lui, soutient la dissidente socialiste. Ça veut dire que le Congrès de Marseille n'a pas résorbé les fractures au sein du PS ? En tous les cas, moi, je regrette que l'accord de Marseille ne soit pas respecté. Et le Conseil national a, à la majorité, investi Madame Taurine pour être la candidate de la NUPES. Moi, je regrette le comportement de mes amis de l'Ariège et de l'Occitanie. C'est leur choix politique, je le respecte, mais je dis à tous ceux qui sont contre la NUPES, à François Hollande, à Bernard Cazeneuve, à Carole Delga, à Hélène Geoffroy, à Stéphane Le Foll, tous ont été au gouvernement et aux plus hautes fonctions de l'État, qu'ils se trompent de chemin politique. La NUPES, c'est l'union de toute la gauche. La NUPES a donné une espérance, et je l'ai vu dans ma ville à Alfortville, au moment où nous avons fait ce choix, et Olivier Faure a eu le courage de se mettre autour de la table pour dire « construisons une coalition des causes communes ». C'est ça la NUPES. Et quand j'entends une autre petite musique, je leur dis « très bien ». Et donc aux prochaines échéances, puisque vous êtes contre l'union de la gauche, vous partez avec qui ? Eux, ils ne disent pas qu'ils sont contre l'union de la gauche. Ils disent qu'ils sont contre cette union parce que le Parti socialiste s'efface derrière la France insoumise. Vous savez, il ne faut pas refaire l'histoire de ce qui s'est passé en juin dernier. En juin dernier, normalement, nous avions fait des échanges avec le Parti communiste et les écologistes pour faire des alliances législatives. Jean-Luc Mélenchon fait 22% à la présidentielle. Nous connaissons les résultats que nous avons faits. Et nos partenaires traditionnels nous ont dit avec une tape sur l'épaule « Vous êtes gentils les amis, mais nous on va d'abord aller voir la France insoumise ». Et c'est ça qu'il y a d'extrêmement incohérent, c'est qu'on ne rappelle pas cela. Et on était dans un corner, les socialistes. On voulait quoi ? Qu'il y ait 1 ou 2 députés. La présidente de région d'Occitanie a amené des candidatures pensant qu'elles étaient les meilleures. Elles ont toutes été balayées en juin dernier par d'autres candidats qui étaient ceux de la NUPES. Donc on a vu à l'épreuve des urnes ce résultat. Donc moi, cet entêtement, on verra ce qui se passe dimanche prochain.
Mais j'en appelle à la responsabilité, là aussi, de mes camarades et de se mettre autour d'une table avec nous et de construire un programme de gauche, comme on s'entend François Mitterrand. Vous savez, hein, quand vous reprenez les livres d'histoire, franchement, entre François Mitterrand et Georges Marchais, c'était autrement plus dur que ce à quoi on assiste aujourd'hui. Pour le moment, ils se mettent autour d'une table, mais sans vous. Selon le journal du dimanche, il y a eu un dîner cette semaine entre François Hollande, Bernard Cazeneuve et Nicolas Mayer-Rossignol, qui est premier secrétaire délégué. Qu'en pensez-vous ? J'espère qu'ils ont eu de joyeuses agapes, voilà. Donc je les laisse encore une fois dans leur choix politique. Mais est-ce que Nicolas Mayer-Rossignol, il peut rester premier secrétaire délégué dans ces conditions ? C'est à lui de nous le dire. Aujourd'hui, aucun de ses amis de son courant n'est dans la direction nationale. Un pied dedans, un pied dehors. Tiens, ça me fait penser un peu du « et en même temps ». On a bien vu que ça ne fonctionne pas. Donc, qui a deux maisons perd la raison. Donc, Nicolas devra faire des choix. Donc, est-ce que clairement, vous lui dites, il faut quitter, il faut qu'il quitte non, j'ai aucune... Vous m'entendrez jamais avoir des injonctions vis-à-vis de camarades. Moi, je connais Nicolas. Mais à un moment, il ne faut pas clarifier la ligne. Parce que là, vous n'êtes pas dans un parti socialiste où vous voulez à tout prix rester ensemble, sauf que vous n'arrivez plus à cohabiter. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On cohabite ensemble. On va le démontrer au sénatorial. On fait pas qu'ensemble. Après, on n'est pas d'accord sur la ligne politique. Mais c'est pas rien. Oui, mais elle a été tranchée. Elle a été tranchée. On ne peut pas refaire le match quand il a été tranché dans le cadre d'un congrès. Un congrès, c'est quoi ? C'est définir une ligne stratégique politique. Elle a été définie, c'est celle d'Olivier Faure. Bon, mais alors, est-ce qu'il faut aller jusqu'au bout de la démarche ? Aux Républicains, Éric Ciotti a démis Aurélien Pradier de son poste de numéro 2 parce qu'il ne suivait pas sa ligne. Est-ce qu'Olivier Faure doit démettre Nicolas Mayer-Rossignol parce qu'il ne suit pas sa ligne ? Ça ne vous aura pas échappé que Éric Ciotti n'est pas le modèle politique d'Olivier Faure. Et on n'a pas, tout à fait les mêmes pratiques. Mais est-ce qu'il faut clarifier ? Il faut de l'apaisement là aussi. Je sais que notre premier secrétaire fait le job et nous autour de lui aussi. Voilà, il y a l'Ariège, ce sera un épiphénomène. Moi, je pense que la candidate de la NUPES sera première au premier tour. Elle avait quand même 4700 voix d'avance sur la candidate des copains socialistes de l'Ariège en juin dernier. Donc je comprends même pas pourquoi ils remettent une pièce dans la machine pour démontrer que leur stratégie est encore une fois mauvaise, parce que je pense que c'est ça la démonstration qui aura lieu dans les urnes dimanche prochain. Et on suivra bien sûr tout ça. Merci Luc Carbonas. Merci d'avoir été notre invité ce matin.